Vous êtes sur la JCTV et vous avez raison. Bienvenue dans l'émission Le Chrétien et la politique que vous suivez chaque mercredi de 19h à 20h sur la JCTV, la chaîne première. Merci d'être branché. Aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème vie chère, quelle solution? Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers moments, les Togolais vivent une vie chère. Les flambées des produits de première nécessité ont monté, ont grimpé en dents de scie ces dernières semaines. Et on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Le panier de la ménagère est tellement très léger et que aujourd'hui, nous avons choisi de discuter sur ce thème et pour vous apporter quelques solutions. Nous avons décidé d'inviter Monsieur David Akbakli ce soir pour vous entretenir sur ce thème. Donc, avec lui, nous allons débattre sur ce thème aujourd'hui. Merci encore une fois d'être au rendez-vous dans cette émission. Monsieur Akbakli, soyez le bienvenu. Merci, monsieur. Et comment est-ce que vous allez? Nous nous portons bien. D'accord, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau encore. Ça fait la deuxième fois, je crois. Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, le décor est planté. Monsieur Akbakli, il n'est pas présenté. Ça fait la deuxième fois et je vous fais savoir qu'il est l'éternel invité dans cette émission. Parce que l'autre fois, quand il est passé, il a discuté, on a discuté sur un thème tellement émouvant et certains téléspectateurs ont appelé, ils ont apprécié vraiment son passage. Et pourquoi ne pas à tout moment l'inviter pour qu'il puisse éclairer votre lanterne. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Bible Life Christian Church qui se trouve à Thiéviers. Vous êtes spécialiste en stratégie de développement. Et vous êtes aussi directeur général de la microfinance coopérative d'initiative chrétienne d'épargne et de crédit, COP-ISEG. Vous êtes diplômé en Master 2, Finance et Banque. Vraiment, vu votre profil, nous avons jugé bon vraiment de vous inviter sur ce thème. Nous connaissons vraiment de quoi vous êtes capable et tout à l'heure, je crois que les téléspectateurs apprécieront. Monsieur Akbakli. Monsieur. Les téléspectateurs apprécieront. Évidemment. Merci beaucoup. D'accord. La vie chère. Oui. Qu'est-ce que la vie chère, directeur? Merci. D'abord, permettez-moi de dire bonsoir. Oui. Au directeur général de la télé. Merci beaucoup. Bonsoir au président du conseil d'administration de la télé. Merci beaucoup. Et je ne manquerai pas de dire aussi bonsoir à mon papa, l'apôtre Daniel Tochi de l'église Bible Life Christian Church de Thiéviers. Merci. Et tous les membres de l'église Bible Life Christian de Thiéviers qui sont à l'écoute. D'accord. Mes collaborateurs et surtout les membres de la microfinance COP-ISEG, coopérative d'initiative chrétienne d'épargne de crédit. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de vie chère. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Voyez-vous, le monde tout entier bouge, marqué par la profonde crise de Covid-19 qui entrave le développement, devant mettre fin à la pauvreté. Le continent africain aussi bouge. Dans la mutation de trouver cette propre réponse à cette crise économique, financière, sociale qui est en train de vulnérabiliser la population. Le Togo aussi bouge dans le bon sens de trouver une solution, ou bien dans le bon sens de développement.
en comprenant qu'il ne doit pas se laisser surprendre par la haute vague de dépression économique généralisée qui est en train d'assombrer tous les pays à la fois. C'est pourquoi notre pays est en train de faire des avancées remarquables. Bon, nous allons quand même revenir sur les efforts que le gouvernement, soit l'État, est en train de déployer. Seulement, on s'est limité seulement au niveau de la définition de la vie chère. Oui, pour pouvoir, si je voudrais venir au niveau de la vie chère, c'est toujours pour vous dire que c'est l'inéquation et des avancées remarquables en domaine, bien en matière de développement, faites par le gouvernement en pleine crise et l'action inexistence des ménages. C'est-à-dire qui se traduit dans l'augmentation des prix des produits de consommation courante qui ne suit pas l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Oui, et qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la vie chère? Bon, donc si on parle de l'origine, c'est un peu multiple, mais essentiellement, il y a les conjonctures externes et naturelles. Lesquelles? Quand nous parlons des conjonctures externes, c'est l'inflammation importée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que la Covid est arrivée. On a parlé des fermetures des frontières. Tout à fait. Et pour importer les produits, ça nécessite des coûts. Maintenant, les commerçants aussi ont cette difficulté d'approvisionnement. Cette difficulté d'avoir les produits à temps réel pour la vente. Alors tout ceci nécessite, engendre maintenant des coûts. Et que ça régénère au sein de la population des coûts qui sont montés au niveau des produits. Maintenant, quand nous sommes arrivés au niveau des conjonctures naturelles, vous n'êtes pas aussi sans savoir que c'est des temps-ci l'insuffisance des précipitations, c'est qu'il ne pleut pas à temps réel. On a assisté à cette insuffisance de la précipitation dans notre pays. Alors, ça impacte négativement la production intérieure, notamment celle des biens céréaliers, pureurs de résidus. C'est tout ceci-là qui engendre aujourd'hui la vie chère au Togo. Merci. Et qui peut être touché par la vie chère? Si on dit qui peut être touché par la vie chère, surtout les ménages. Tout le monde est touché par la vie chère. Tout le monde est touché par la vie chère, surtout les ménages. Moi-même qui suis ici, je suis touché par la vie chère. Vous qui êtes aussi là-bas, vous êtes aussi touché par la vie chère. Tout le monde, les ménages. Bon, on peut dire que bon, les personnes morales aussi peuvent être touchées par la vie chère. On peut parler des entreprises. Est-ce qu'elles peuvent être touchées par la vie chère? Quand je dis tout le monde est touché par la vie chère, c'est qu'à chaque niveau, cette vie chère a des répercussions. Mais la dernière personne qui en consomme, c'est les ménages. Tous les niveaux. Cette vie chère touche tous les niveaux. Oui, mais au niveau d'État, comment est-ce que la vie chère peut toucher au niveau d'État? Si je dis tous les niveaux, parce qu'il y a un point d'intersection pour nous tous, l'État, les ménages, les sociétés civiles, tout le monde, il y a un point d'intersection. C'est le développement. C'est un trésor que nous tous, nous devons chercher, poursuivre et conserver. Donc nous tous, nous sommes appelés d'abord, si nous parlons de développement, il y a d'abord se développer, développer l'autre, développer sa famille, développer son quartier, développer sa localité, développer sa région, développer son pays. Donc c'est un mot précieux, c'est un trésor que nous tous, nous devons chercher, poursuivre et conserver. C'est pourquoi je vous dis tout de suite que si cette baguette magique constitue un trésor pour le monde entier, le monde bouge. Si le monde est en train de bouger, pour pouvoir conserver cette baguette magique, l'Afrique aussi, le Togo aussi, c'est que
cette baguette magique concerne nous tous. C'est pourquoi je vous dis que la vie chère touche tout le monde. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas ce développement que bon, cette vie chère peut peser beaucoup sur l'État que sur les populations. Vous avez parlé du développement, c'est parce qu'il y a un manque de développement. Non, quand je parle, comprenez-moi un tout petit peu. Oui. Et quel est le résultat d'un mouvement de tout le monde? Le monde entier, quand je dis le monde entier, de bouger, c'est de pouvoir conserver le développement. C'est le développement, c'est une baguette magique qui doit mettre fin à la pauvreté. Donc le développement sur tous les plans, le développement social, c'est une baguette magique qui doit mettre fin à la pauvreté. Donc tout le monde lutte pour pouvoir radier petit peu la pauvreté dans le pays. Donc pour pouvoir enlever, empêcher ou bien réduire la pauvreté, il faut passer par le développement. C'est le développement qui est, comme je l'appelle, baguette magique, ou bien le point culminant que nous tous, nous devons chercher. C'est dans le souci de pouvoir réduire la pauvreté. Si on parle de réduction de la pauvreté, tout de suite on parle de l'enlèvement de la vie chère. Mais aujourd'hui, quel est le rôle de l'État pour endiguer ce fléau? Qu'est-ce que l'État peut apporter pour freiner ce fléau, c'est-à-dire mettre fin ou peut-être des apports de solutions pour pouvoir atténuer ce fléau que les Togolais ou toute la population togolaise vivent? C'est une belle question. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. J'ai dit tout de suite que quand Covid-19 est arrivé, l'État a fait des avancées remarquables en matière de développement, sur tous les plans. Mais ce qui est aberrant dans ce domaine est que ces performances ne sont pas perçues de la même manière par tout le monde. Il reste à l'État. Et ce qui lui reste aujourd'hui, c'est la communication. Ce qui manque à l'État aujourd'hui, au Togo ici, c'est la communication. Mais selon vous, qu'est-ce que la communication, qu'est-ce que l'État voudrait faire ou bien devrait faire à travers la communication? Et il faut parler sur les antennes, la vie chère. Non, bon. Non, Oui. Non. Et si j'ai dit l'État a fait des performances, c'est de faire comprendre à la population des efforts qu'il a de fournir et des mécanismes mis en place pour développer le peuple. Quand nous parlons tout de suite, nous touchons tout de suite le ministère du développement à la base. Tout récemment, il y a le truc là que je dis partout, le développement à la base, par la base et pour la base. Depuis 2008, le gouvernement s'est engagé à offrir un minimum vital commun aux populations à travers la réalisation des services et des infrastructures socio-économiques de base sur toute l'étendue du territoire. L'État a créé des mécanismes incitatifs pour permettre à la population de se développer. Mais la population, eh bien, quand je dis la population, c'est encore trop dit, c'est que nous n'arrivons pas à percevoir sur un angle correct les performances de l'État qui puissent nous permettre à évoluer. Sinon, quand nous parlons de non-évolution du pouvoir d'achat du ménage, c'est non-évolution. Je n'ai pas dit faiblesse. Non, il y a une différence entre faiblesse et non-évolution. Parce que le ménage peut évoluer. Et si on parle du pouvoir de ménage, tout le monde peut évoluer. Si on va vers l'évolution, si on cherche à évoluer, si on a cette capacité, on a la capacité, mais aussi on a cette volonté. L'État a fait tout et a mis à la disposition des ménages de la capacité. Mais on ne voudrait pas utiliser cette capacité pour pouvoir évoluer. C'est pourquoi je dis, quand nous parlons de vie chère aujourd'hui, s'il y a la flambée ou bien l'augmentation des prix des produits de consommation courante, ou bien des quoi là, et que le pouvoir d'achat des ménages est inférieur, ou bien ne veut pas aller au niveau de cette augmentation, c'est pas qu'il y a manque de volonté. De la part de la population. De la part de la population.
manque de volonté de la part de la population. C'est qu'il faut arriver à comprendre. C'est pourquoi il dit, quand vous avez dit tout à l'heure que l'État doit faire, il dit que l'État manque de la communication. Il faut faire comprendre la population l'effort que l'État est en train de mettre en place. Les mécanismes créés par l'État à chaque niveau. Maintenant, il faut que l'autre chose est que la population accepte ou bien arrive à prendre comme un outil. Hein? Je disais tout à l'heure, au niveau de la population, bien des ménages, bien des sociétés, et les performances de l'État doivent constituer une stratégie de relance de nos activités. Toute performance active doit être une stratégie de relance des activités à chaque niveau. Si on le mettait comme ça, aujourd'hui, on ne serait pas à ce point. Mais si on est à ce point aujourd'hui, vous savez, nous tous, moi-même qui parle, je suis dedans. Mais comment faire pour s'en sortir qu'il y a un problème? Oui, je crois que ça fait 2 ou 3 mois, l'État a mis en place le projet Novici. Donc, les gens ont pris de l'argent et après un moment, c'est stoppé. Et les gens se disent, mais pourquoi l'État a stoppé, le gouvernement a stoppé de soutenir la population, surtout les démunis, en ces moments de Covid-19. Oui, bon, directeur, selon vous, est-ce que l'État ne devait pas au moins proroger ce projet? C'est une belle question. Oui. Quand Covid a commencé, j'ai été interpellé, j'ai fait une intervention sur la radio et j'ai fait mention à ça. Bon, il est bien vrai, pour aider la population, ce n'est pas de répandre comme une graine l'argent, mais l'État a essayé de faire un effort. C'est pour marquer sa volonté avec la population. Mais il faut que cette population arrive à prendre en main cette main tendue de l'État. C'est ça qui a manqué à la population. Oui, l'État a tendu la main. Oui. Il faut que la population accepte à prendre en main la main tendue de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement de prendre la main tendue de l'État? Je disais tantôt, quand j'intervenais au niveau de l'État radio, que mais nous sommes en train de dormir. Aussi longtemps que l'État fait des avancées, la population est en train de dormir. Et les ONG, et même les microfinanciers, les financiers, tout le monde. Mais il faut maintenant commencer par rentrer au sein de la population, commencer par identifier les vrais problèmes. L'État a vu et il a tendu une main et l'État a montré sa capacité. Maintenant, c'est à nous de pouvoir identifier les vrais problèmes qui gangrènent la population et traduire ces problèmes dans nos projets. Oui, le problème aujourd'hui, c'est comment identifier ces problèmes au niveau même de la population elle-même. Comment identifier ses propres problèmes pour pouvoir maintenant avoir l'opportunité si je vais utiliser votre terme, voilà, de pouvoir attraper la main tendue de l'État. Oui. Comment est-ce que la population, bien sûr, doit s'y prendre? C'est très simple. Oui. Il faut d'abord accepter cette main tendue de l'État. Oui, c'est accepté. Bon, si c'est accepté, maintenant, il faut accepter aussi la continuité. Parce que quand tu as accepté la main tendue, immédiatement tu dois penser à la continuité. Comment est-ce que tu penses à la continuité de la main tendue? Mais comment? J'explique. D'accord. Ouais. Quand tu acceptes la main tendue, quand tu es ONG et quand l'État a tendu cette main, mais c'est commencer par. L'État a parlé. Il dit, je vais venir en aide. Commencez par identifier. Toi, ça rentre dans le professionnalisme. C'est-à-dire que ce sont des professionnels de travail. Ils commencent par identifier les vrais problèmes, les vrais besoins de la population et les traduire en projet. Maintenant, l'État ne peut connaître que ces problèmes à travers les écrits que nous mettons sur sa table. L'État ne peut pas être au four au moulin. C'est nous, la population, c'est nous qui connaissons réellement ce que nous traversons comme problème. Et c'est nous qui devons traduire dans les faits et dans les projets ces problèmes-là à remettre à l'État. L'État, ce que tu as commencé, c'est bon. Voilà ce qui se passe.
Et voilà ce que je pense qu'on peut faire. Et c'est à l'analyse de ces projets-là. L'État, lui, va analyser ce que tu as dit. Et si ça rentre dans sa ligne droite, il intervient. Bon, imaginez une vieille, bien sûr, excusez-moi, dans un village tellement très reculé, mais avec ce projet de novices, ou soit filets sociaux qu'on leur donne, mais s'il n'y a pas un accompagnement c'est-à-dire un suivi pour les sensibiliser et les former, mais l'argent qu'on vous donne, c'est comme ça, il faut utiliser ça. Mais pour eux, c'est qu'il faut boire, soit il faut s'acheter des habits c'est une bonne question. Je ne vous pas la parole. Oui. Qui doit faire le suivi? Et qui doit sensibiliser? Est-ce que les gens ne comprennent pas? Donc, il faut accepter la main tendue de l'État. Vous comprenez? Quand nous prenons les formations à la base, les CVD, les CDQ et autres là, quand l'État a tendu ça, normalement, ça devait être leur mission de s'accaparer de cette main tendue de l'État, sensibiliser les gens qui prennent l'argent là, les aider à faire quelque chose de... Parce que quand vous voyez un peu les résultats de Anadeb, oui. Ceux qui ont mis à profit ces fonds, ça les a rentabilisés. Et on a vu ce qu'ils ont réalisé avec les fonds. Si les CDQ et les CVD et autres ont pris l'initiative de pouvoir rentrer au sein de leur propre population, conseiller au moins. Ici, ce n'est pas tout le monde qui prend. Le peu qui prend ces fonds commence par les conseiller et à partir de leurs conseils, on commence par rentabiliser ces fonds. Aujourd'hui, peut-être que ces fonds n'allaient pas partir, n'allaient pas être jetés n'importe où. Mais maintenant, quand je dis les mains tendues, ce sont eux-là qui doivent d'abord partir de leurs efforts là, et identifier les vieilles là qui restent encore et qui ne sont pas encore touchés et écrire des projets. Remettre à l'État. C'est pourquoi on a ces formations de base. On a dit, le développement à la base, pas la base pour la base. Vous comprenez? C'est le slogan de l'État. Oui. Le développement à la base, pas la base pour la base. Personne ne viendra le faire à votre place. C'est vous-même. Nous sommes là pour vous aider à faire. Personne. C'est vous-même qui allez identifier vos propres problèmes. Et vous allez traduire ces problèmes-là en projet. Et l'État prendra connaissance de ce problème. Et gérer ensemble avec vous ce problème. Pour votre propre évolution. Si l'État a tendu une main par avance, et cette main tendue vous a fait du bien, il suffit seulement de s'accaparer de cette main. De cette bien pour généraliser les rentabilités, les profits de cette bien, de cette main au sein de votre population. Oui, vous avez parlé de ceux qui CVD, mais si ces structures ne sont pas impliquées. Oui, voyez-vous, comment impliquer? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je viens auprès d'une population, je suis Zaria qui parle et j'ai tendu de main. Mais est-ce que ça a besoin que l'équipe là, si c'est une main tendue qui doit faire du bien à tout le monde, est-ce que ça va faire des sélections? Ça n'a pas besoin de faire des sélections. Dire que celui-ci est impliqué, celui-ci n'est pas impliqué. C'est le feu qui est arrivé, une crise qui est arrivée. C'est pourquoi je vous disais que tout le monde est en train de faire des mouvements. Alors quel est le mouvement de ménage? Toi qui parles maintenant, quel est ton mouvement quand la crise est arrivée? Moi qui parle aujourd'hui, quel est mon mouvement, quel est mon apport? Quand cette crise est arrivée, tout le monde est en train de faire des mouvements pour sauvegarder quelque chose. Le trésor, c'est le développement. Le développement n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tous. Le développement n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est mon affaire, c'est votre affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Et quand il y a une main tendue qui est venue, quel est maintenant le sort qui revient au CDQ, CVD et autres? Donc, on n'a pas besoin de dire à toi, fais ça, l'autre de faire ça, non. Quand on parle en matière de développement, c'est l'affaire de tout le monde. Quelqu'un n'a pas besoin d'avoir un jardin derrière pour dire, voilà, c'est ce que tu dois faire, l'autre là doit faire ceci. Et non. Le développement, c'est pas comme ça. Le développement, ça vous implique, ça m'implique, ça implique tout le monde. Puisque bon, le Togolais attend
comme vient de le dire, non, il faut faire ceci. C'est l'ignorance qui nous tue. Et d'abord, en matière de l'ignorance, la Bible déclare, c'est faute de l'ignorance, mon peuple. C'est-à-dire que mon peuple, quand tu ne connais pas ça, tu meurs à cause de ça. Parce que tu ne connais pas. Il faut maintenant aller à la connaissance. On n'a pas besoin d'être gendarme derrière toi avant que tu ne fasses ce qu'on appelle développement. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que le développement. Vous comprenez? C'est une belle question quand on dit les CDV, les CDQ ne sont pas tellement impliqués. Vous comprenez? Ramenons un peu sur l'angle des chrétiens. Oui. Quand on parle de développement, c'est plutôt en Christ que ça se manifeste. C'est de mettre la foi extrême au service des autres. Mettre la foi extrême au service des autres. On n'a pas besoin de venir de dire, toi chrétien, mettre ta foi, la foi, hein, de mettre ta foi au service des autres que tu viens de voir. Maintenant, fais au-delà de ce que tu peux faire dans la foi pour les autres. Vous comprenez? Maintenant, quand on rentre dans ce domaine, les chrétiens devaient être les premières personnes à agir dans ce domaine de développement. Mais, qu'est-ce qu'on a vu pendant la crise? Et à l'heure où nous parlons, qu'est-ce que nous voyons encore? Je m'arrête. Donc, si je comprends, pour vous, les chrétiens ne devaient pas être touchés par la vie chère. C'est quand j'ai dit le vrai développement, c'est en Christ. Oui. Et qu'est-ce que nous comprenons par le développement aujourd'hui? C'est quand nous cherchons à faire des exploits en Christ, notre Dieu qui est au ciel, reçoit gloire. Toutefois, quand tu fais des exploits aux yeux des hommes, il commence par glorifier ton Dieu. Et quand toute gloire qui est donnée à ton Dieu, il manifeste sa puissance. Tout service, toute activité qui rend gloire à Dieu, qui fait que les hommes donnent gloire à ton Dieu, Dieu manifeste sa puissance en toi et élargit ce que tu fais. Vous comprenez? Donc, quand on voit Jean 15, verset 8, oui. Matthieu 5, verset 16, Isaïe 42, verset 8, vous verrez que Dieu même, quand un chrétien fait des exploits, est en train, que les activités d'un chrétien sont en train de croître, ça donne gloire à l'Éternel. Et tout ce qui lui donne gloire, il élargit. Et quand Dieu manifeste sa puissance de bénédiction en toi, quand on parle, imaginez bien, j'ai dit, c'est quand le pouvoir d'achat du ménage n'évolue pas. D'autant plus que la gloire de l'Éternel te localise. Toi, ton pouvoir d'achat doit évoluer. Quel que soit ce que tu fais, quand la gloire de l'Éternel localise ton activité, ton pouvoir d'achat doit évoluer. Et tu ne parleras pas de vie chère. Malgré l'augmentation des prix des produits de consommation courante. Ça fait comprendre. Quand je veux donner un exemple dans ça là, prenons Genèse 26, Genèse chapitre 26, versets 1 à 6 et 12 à 13. Isaac est arrivé à Gérar, aux Philistins, chez les Philistins, dans la sécheresse. Mais Dieu a promis, je vais te bénir. Mais il ne pleut pas. Mais la seule activité dans le temps, c'est les activités champêtres. Mais Isaac a changé de mentalité. Au lieu que les gens sont à la maison, n'arrivent pas à travailler, il a pris sa roue. Il est parti au champ. La terre était vraiment dure. Quand il a lancé le premier coup de roue, ça a sauté même pour couper son pied. Mais il a persévéré. Il a fait défrichage dans la sécheresse.
Et je vous dis, il n'a pas plu. Isaac commence par semer. Les gens se moquaient toujours de lui. Comment est-ce qu'on peut semer sur une terre sèche? Mais je vous dis, c'est cette semence qui a engendré des récoltes surprenantes. Qui a fait qu'il devient super riche dans la localité. Changement de mentalité et obéissance à l'ordre de Dieu. Les chrétiens, c'est pendant ces périodes, je l'ai toujours dit, c'est pendant les périodes de difficulté qu'on montre notre foi, qu'on est vrai chrétien. Parce que le Christ même, quand tu dis le Christ, c'est des étapes de vie. Des étapes de vie. Des épreuves. Des épreuves. Donc c'est pendant les épreuves que nous on montre notre foi. Et c'est en cela qu'on est chrétien. Donc en cette période de séduit dont les gens parlent, un chrétien doit manifester sa force en Jésus. Doit changer de mentalité. Doit travailler autrement. Et répondre. Hein? Parce que si je dis répondre, il y a plusieurs réponses qui sont données. Les gens ont fait des preuves. Ils ont des réponses. Je m'arrête là. Oui. Vous avez dit normal, le chrétien devait se préparer bien avant même qu'une crise, soi-disant, puisse arriver ou bien puisse surgir. Et si la crise est déjà là, est-ce que Dieu ne peut pas, au moment où le chrétien, bien sûr, est en train de chercher l'intervention de Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas réagir en ce moment? En donnant tout à l'heure l'exemple d'Isaac, oui. La crise est déjà là. Oui. La sécurité est déjà là. Il ne pleuvait pas. Mais il a changé de mentalité. Il est parti au champ. Il commence à défricher. Il a semé. Et la récolte, il a récolté. Il a fait des preuves. C'est pendant des problèmes que chrétien, quand tu pries, tu dois avoir une réponse. Que chrétien doit tourner ses regards vers son Dieu. Dieu a déposé entre chacun de nous une potentialité. Et Dieu ne passera pas par outre cette potentialité pour te bénir. C'est à partir de la potentialité déposée en toi. Chrétien commence par, quand on parle de développement, c'est développer la potentialité que Dieu a déposée en toi, d'abord chrétien. Parce qu'il faut d'abord se développer pour arriver à développer l'autre. Pour que tu te développes là, tu dois d'abord, c'est à partir de la potentialité que Dieu a déposée en toi que tu vas développer. Quand tu développes cette potentialité, ça se régénère dans tes activités. L'activité que tu as, ça se régénère dans tout ce que tu fais dans ta vie. Donc cette potentialité se régénère dans ton activité. Et ça a des impacts. Et ces impacts qui brisent les frontières de vie chère dont nous parlons. Donc le chrétien, pendant la vie chère, doit encore faire des exploits. Des exploits. Ok, puisque vous êtes directeur général d'une microfinance, et aujourd'hui, presque 90% de la population togolaise exerce une activité génératrice de revenus. Au niveau des microfinances, quel est votre rôle dans cette crise ou bien dans la vie chère? Est-ce qu'il faut donner des crédits à tout le monde qui frappe à votre porte? Ou bien vous avez une stratégie pour pouvoir faire sortir les Togolais, si je peux le dire ainsi, dans cette vie chère ou dans cette crise? Je vous remercie. C'est une belle question. Nous, en tant que microfinanciers, on a toujours des apports pour la population. Et ceux qui exercent des AGR, des AGR de revenus, on arrive à identifier leurs articles et les compatibilités autour de leurs articles. Et comment, à partir de leurs articles, créer la richesse autour d'eux. Parce qu'à partir de l'article que le membre est en train de vendre, vous avez la capacité de créer la richesse autour de ce membre. Vous prenez, et j'ai déjà donné l'exemple là ici. Celle qui est en train de vendre le gombo et reçoit des crédits
Mais rien ne nous empêche de lui dire, c'est gombo seul que tu vends là-bas. Mais tu peux faire encore mieux. Cherche le poisson. Cherche à demain. Cherche crime. Tout ce qui peut rentrer dans la préparation d'une sauce. Et nous, on augmente ton crédit. On te forme. On renforce ta capacité. Et puis, on met un crédit à ta disposition. Ça te permet d'avoir une rentabilité accrue. En dehors du capital. En dehors du capital. C'est-à-dire que ton capital, nous, on fait un additif qui te permet de pouvoir encercler tous les articles qu'on ajoute, additifs qu'on a ajoutés à ton ancien article. Et ça te régénère, ça te crée encore de revenus. Et ça te permet de pouvoir survivre pendant cette vie chère dont nous parlons. Quand j'ai donné l'exemple là, c'est dans tous les niveaux. À tous les niveaux plutôt. C'est que, quand on parle de développement, c'est développer aussi ses propres activités. Quand on rentre dans le développement des activités, il y a des compatibilités au sein de votre activité. Et ces compatibilités réunies, ça peut augmenter votre revenu. Peut-être que vous n'avez pas l'idée que quand vous vendez du ciment, vous pouvez aussi vendre les barres de fer, vous pouvez aussi vendre tout ce qui rentre dans la quincaillerie. Nous, on t'apprend que quand tu vends du ciment, c'est facile aussi de faire ce qu'on appelle quincaillerie. Et on te forme dans du domaine. Et on met le crédit nécessaire à ta disposition. Ça t'encercle contre les vices de la vie chère. Oui, mais si, par exemple, vous descendez sur le terrain pour, récolter de l'argent, c'est-à-dire chez vos membres, bon, je crois que vous êtes en train de chercher des membres aussi. Et bon, durant ou bien pendant cette crise sociale que les Togolais ou bien les citoyens vivent, est-ce que vous pouvez aller chez un membre ou bien bon, quelqu'un, une revendeuse peut-être d'adémens ou bien quelqu'un qui est en train de vendre, bon, madame, aujourd'hui ou bien ces moments-là, vraiment la vie est tellement chère, nous voulons vous accompagner. Bon, venez chez nous, nous allons vous accompagner avec tel somme. Du moment où la femme elle-même, bon, elle ne s'est pas rendue compte, ou soit, bon, c'est vous-même qui devez aller auprès de la personne pour lui dire non, viens prendre de l'argent, c'est la vie chère, nous on a de l'argent, voilà, ceci. Est-ce que ça peut arriver? Non, c'est pas ça, c'est pas de cette manière ça se fait. Prenons l'exemple de revendeuse du riz. Du riz, oui. Ou bien de VI au bord de la route, qui se rend compte qu'il y a une vie chère. Parfois, on sort pour la prospection. On raconte le membre dans ce que le membre est en train de faire. Et on lui interroge le fonctionnement, les difficultés qu'il est en train de raconter. Et quand le membre nous parle de cette difficulté, on lui parle aussi des solutions. Maintenant, dans les approches de solutions, on fait des innovations. C'est-à-dire de là, on ramène ces idées à d'autres choses qu'il ne faisait pas. Pour pouvoir... ce sont des propositions qu'on fait. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre le membre sur les propositions faites. Oui. Quand le membre est convaincu de ces propositions, c'est de là, on ramène le membre à la formation et on met à sa disposition. D'abord, une chose, c'est d'arriver à comprendre les difficultés que le membre est en train de traverser. Le membre va vous dire les difficultés. Parce que c'est vous qui cotisez, c'est-à-dire c'est vous qui allez chez lui et il cotise l'argent. Dans la vie, dans les difficultés, vous devez aussi ressentir les mêmes difficultés que lui. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne ressentez pas. Non, vous devez vivre la même situation que la personne. Et vous lui posez des questions directes qui concernent ses activités. C'est à partir de ces réponses que vous faites maintenant des propositions. Et quand vous arrivez à le convaincre avec les propositions,
et vous faites une formation pour le membre et vous donnez un crédit. Vous faites quitter le membre d'une base à une base. Et ce que l'on appelle renfort de capacité. C'est-à-dire, ça permet à ce membre-là de changer la mentalité. De changer la mentalité de la personne, positivement, non pas négativement. Est-ce que vous avez des membres qui ont eu des difficultés en ce moment de rembourser leur crédit? Je l'ai tantôt dit. Et les membres ont toujours des difficultés. Tout membre, quand le membre prend crédit, et il n'y a pas suivi régulier, ça va avoir des difficultés. Comme vous-même, on connaît ça. Quand on accorde les crédits, on fait des suivis réguliers. Et quand il y a des difficultés, on essaie de partager avec le membre et on l'aide à rembourser aussi. D'accord. Si je comprends, chez vous, au niveau de COP ISEG, pour sortir vos membres de cette vie chère ou bien de cette crise aujourd'hui que tout le monde vraiment vit, au niveau du capital, c'est-à-dire de la somme initiale du capital, donc vous les approchez, mais tu fais ceci, mais il faut avoir une somme. Nous, on va t'augmenter avec une somme pour que tu puisses pouvoir étendre tes activités. Je crois au niveau de COP ISEG, c'est ce que vous êtes en train de faire pour sortir les populations, soit les citoyens de la vie chère. Oui, je reviens un peu sur cette question. Oui. C'est ceux qui éprouvent la volonté. Oui. Parce que on peut s'approcher de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui éprouve la volonté. Ceux qui ont le besoin de faire c'est-à-dire de se développer et pour la volonté de travailler, on les aide. C'est juste comme ça. Peu importe toute explication, toute innovation que tu accordes à un membre. Si le membre même ne veut pas se développer, tu peux amener des millions. Tout va partir. C'est sa capacité d'accepter ce que l'additif qu'on lui accorde qui nous permet de continuer avec le membre comme ça. Est-ce qu'il y a des membres qui n'ont pas la capacité de... Il y a des membres, quand tu leur donnes tout l'argent là, tu ne vas pas savoir là où il y a parti l'argent. Ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la volonté. Tout ce que tu vas lui dire, il va toujours étaler ses difficultés. Tout ce que toi tu vas lui dire, il ne fera que étaler ses difficultés. Alors ces membres-là, tu ne peux rien faire pour les faire sortir. C'est pourquoi il dit, il faut que les gens acceptent la performance. Il faut que les gens acceptent la main tendue. Quand tu tends la main au membre et le membre n'accepte pas ta main tendue, ta main peut être tendue n'importe comment. Ça ne va pas porter un fruit. Ok, quel est le rôle des organisations des sociétés civiles aujourd'hui dans cette crise, c'est-à-dire la vie chère? On ne les écoute pas comme ça. Il y a Attaque Togo, bon, il n'y a pas un communiqué. Moi, je n'ai pas encore vu un communiqué sorti des organisations des sociétés civiles, au moins pour attirer l'attention des populations, mais changer de mentalité. Mais quel est le rôle aujourd'hui? Permettez-moi que je le dise. Oui. Il faut que les organisations de société civile acceptent d'abord la main tendue de l'État et arrivent à identifier les avancées remarquables que l'État est en train d'effectuer et acceptent les performances que l'État effectue en matière de développement pendant cette crise. C'est eux, maintenant, c'est ces organisations civiles-là qui vont, des sociétés civiles, qui vont maintenant amplifier, faire connaître à la population ce que l'État est en train de faire et comment on doit accompagner. Parce que s'ils n'arrivent pas à identifier, à reconnaître cette main tendue, à reconnaître les performances déjà effectuées, à reconnaître les avancées remarquables effectuées sur tous les plans, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien, ils vont dire maintenant à la population. Il leur revient de revenir en arrière. Commencer par identifier ce qui est déjà fait et ce qui n'est pas encore fait. Et comment est-ce qu'on doit faire. Et maintenant porter cette connaissance à la population. Et puis, c'est fini. Il n'y a rien encore d'autre. Parce que quand tu connais,
et tu sais ce que tu dois faire, c'est vite, tu vas le faire. À moins que tu ne sais même pas ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut éclairer maintenant la population pour que la population sache réellement ce qu'elle doit faire. Il ne s'agit pas de crier, nous tous on va crier, mais notre cri ne va rien nous apporter. Moi-même qui suis ici, quand je me mets maintenant à crier, les cris, peu importe les milliers de cris qu'on passe à la télé, non, les cris ne vont rien nous apporter. C'est nos actes, nos actions. Quand on crie, on ne fait pas des actes, on tourne à rond. Il n'y aura pas de résultat. Je vous remercie. Bon, merci aussi. Bon, je crois que la société civile, selon vous, normalement, devait féliciter ou soit accepter les efforts que le gouvernement est en train de faire. Mais ce qui n'est pas aussi remarquable dans ces derniers moments. Si on dit que ce n'est pas remarquable, c'est-à-dire on ne le sent pas du côté. C'est pas bien perçu. Ils n'ont pas bien perçu. La société civile ne perçoit pas directement les performances de l'État. Et je ne fais pas trop de politiciens et de politiciens. Hein. Oui. C'est que il faut apprécier l'autre en activité. Et tu vas arriver à son niveau. Le jour où tu n'as pas cette faculté d'apprécier quelqu'un qui est en train d'exercer une activité positive, peut-être que toi tu n'arriveras jamais à son niveau. Mais quelqu'un qui en a déjà commencé, commence par le dire tu fais bien. Tu verras que toi tu commences, tu vas le dépasser. Mais il faut qu'il arrive à apprécier d'abord ce qui se fait et ce qui est déjà fait. Maintenant, avant de savoir ce que tu dois faire. Je vais terminer avec ce truc dans mon itinéraire. Moi, je suis de Noché. Il y a le roi Agokoli a demandé à la population de prendre de l'argile pour tisser de la corde. Et les gens sont en train de prendre de l'argile pour tisser. Mais ils n'arrivent pas à tisser. Maintenant, il y a un vieux qui a donné une chanson. Et dans la chanson, il dit, c'est sur l'ancienne corde on tisse la nouvelle. Que le roi n'a qu'à amener l'ancienne corde. Et nous, on va tisser la nouvelle là-dessus. La vie, c'est comme ça. Si tu n'arrives pas, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse toujours la nouvelle. C'est pour vous dire tout simplement que aucun développement ne peut s'effectuer en dehors de ce qui se fait déjà. Que ça ne serait qu'une continuité. Alors il serait mieux de percevoir de bon côté, sur un bon angle, ce qui se fait déjà, pour que tu puisses continuer ce que tu peux faire encore. Oui, bon, pendant cette crise, est-ce que le rôle incombe aux organisations de la société civile de communiquer suffisamment aux populations ou c'est à l'État? Bon, ce rôle-là revient à nous tous, aux organisations de société civile, à l'État aussi, tout le monde. Parce que les ONG, tout le monde. Les sociétés civiles, on ne les sent pas trop impliquées dans cette crise aujourd'hui. C'est maintenant que c'est arrivé. On ne sent pas les sociétés civiles, on ne sent pas les ONG, même les sociétés, on ne les sent pas. Bon, ou bien, bon, elles sont aussi touchées par cette crise, la vie chère. Non, c'est qu'ils sont restés indifférents de la vie chère. Le problème que les gens, bon, permettez-moi, je fais partie aussi. Bien sûr. Nous sommes restés indifférents. On ne veut pas faire des mouvements. On ne veut pas mener des actions. On ne veut pas le monde entier mène des mouvements. L'Afrique mène des mouvements. Le Togo aussi fait. L'État est en train de mener des mouvements. Mais nous tous, la population, on est resté immobile, on ne veut rien faire pour mener des mouvements. Or, on ne sait pas que cette crise-là, Covid-19 là, tel qu'on a vu, ça a démarré. On ferme les frontières. Et ce qui est encore aberrant, la pluie aussi, je me demande, qu'est-ce qui a fait que la pluie aussi a cessé? C'est la question que tout le monde sait. C'est Covid qui est parti en l'air pour empêcher la pluie? On ne sait pas. Donc, ça doit amener toujours la vie chère.
À moins qu'on fait des mouvements, hein, on prend des initiatives, on prend des décisions pour dire non, ça ne doit pas arriver. Et la division commence par la maison, chez le chef de ménage. La division, l'initiative démarre par le chef de ménage, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, qu'il soit Zemi Diamane, qu'il soit n'importe qui, la décision de changement de mentalité commence par lui. Et quand on parle de développement d'un pays, d'abord, on parle d'abord du développement du ménage. Avant qu'on ne parle du développement d'un pays, on parle d'abord du développement du ménage. Le changement de mentalité doit commencer par le chef de ménage. Est-ce que nous, quand la crise est arrivée, quelle mentalité, quel changement ça a apporté, négatif ou bien positif? Et quels sont les efforts que nous-mêmes nous mettons en œuvre? Oui. C'est ce qu'il faut poser comme question. Puisque dans cette émission, nous voulons apporter la solution à cette crise. Oui, je voudrais bien sûr qu'on puisse appesantir sur le changement de mentalité au niveau des populations, au niveau des ménages, comme vous venez de le dire. Et comment le chef de ménage doit changer de mentalité. Par exemple, il a un boulot. Et que chaque fin du mois, bon, il a une somme qu'il perçoit, peut-être qu'il est sous prêt. Mais qu'est-ce qu'il doit faire avec, peut-être sous prêt, il prend chaque fin du mois 10 000, alors que... Bon, je vais vous donner un exemple qui me concerne moi-même. Tout à fait, ça serait bien. Entre-temps, je travaille à Copar. Et ce qu'on me donnait n'est que minime. Je quitte le service à 19 h. Je prends ma moto, je me mets en circulation pour faire des médias. Et je termine vers 2 h. Je te dis, ce que je récupère en Zemidia, de 19 h à 22 h, ça me permet de gérer le matin avant de quitter la maison. Ce que je fais de 19 h à 22 h. Il faut s'adapter à la vie. Quand la vie devient rude, il faut être rude avec la vie. Il ne faut pas chercher la vie, ne fais pas ce que la vie t'emporte. Il faut emporter la vie. Parce que quand tu fléchis, la vie va t'emporter. Quand toi, tu sais, tu connais ton travail, ton boulot, et tu sais que ça ne peut pas couvrir tes charges, personne ne viendra te dire change de mentalité pour faire des activités additives. Non, il y a plusieurs activités que tu dois encore exercer en dehors de ce que tu fais. Et souvent, quand vous arrivez chez nos frères qui vont à l'étranger, quand vous les demandez, il ne faut pas qu'un seul travail. Non, d'autres ont même jusqu'à 10 activités à faire dans la journée. Et les nuits ne dorment même pas. Ce n'est pas en Afrique, mais ce n'est pas au Togo qu'on va dormir. Quand tu fais une activité, ajoute encore d'autres. Ajoute encore d'autres. D'autant plus que tu continues à multiplier ta famille, il faut savoir que tu dois aussi multiplier tes activités aussi. L'expérience, ou soit l'anecdote, l'histoire que vous venez de donner m'a rappelé l'histoire d'un monsieur que j'ai reçu sur ce plateau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était étudiant, et quand il était étudiant, bon, il faisait, comment l'appelle-t-on, gardiennage la nuit. Il faisait gardiennage la nuit pour pouvoir payer ses études. Et après ça, quand il a épargné de l'argent et il s'est payé une moto. C'est ça. Il a laissé gardiennage et il fait Zemidia. Et maintenant, de là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il continuait, il a fini, il a eu sa licence. Après la licence, le master. Après le master, il cherchait l'argent pour faire son doctorat. Et c'est dans le Z qu'il a trouvé de l'argent. Aujourd'hui, il est inspecteur des douanes. Oui, il est inspecteur des douanes. Imaginez. Il est inspecteur des douanes. Et quand vous entrez maintenant chez lui, non seulement cette activité qu'il est en train d'exercer, il a encore créé d'autres activités. Il est en train d'exercer encore qui lui ramène des revenus. Mais vous qui êtes sur le plateau, les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, mais si vous ne leur c'est-à-dire l'histoire ou bien votre expérience, ce que vous avez vécu.
Mais si vous-même, vous n'êtes pas, ce n'est pas sorti de vous-même, les gens ne peuvent pas même croire que vous avez une fois fait Z. J'ai fait Z. Je sors, 19h, je prends ma moto, et les week-ends, oh, écoute, quand je quitte 5h du matin avec ma moto là, oui. C'est vers 19h je reviens. Je travaille bien et c'est tout. Les samedis là, j'arrive à ramasser au moins 7000. Hein? 7000, hein? De 17h, oui. De 5h du matin, jusqu'à 19h là. Je ramasse au moins 7000 pour mettre dans ma poche. Ça me permet d'affronter la vie dans la semaine. Alors qu'en ce temps, quelqu'un est en train de dormir, sa moto, il a déposé sa moto et il dort peinard. Et ce qui est encore pire, je me rappelle que, en dehors de ça même, quand il est 5 heures, je fais 1 heure de temps avec ma moto, Z, on va revenir à 6 heures, me bûcher pour aller au service. C'est-à-dire que quand la vie devient rude, il faut changer de mentalité. Merci, directeur. Rapidement, votre mot de la fin pour clore cette émission. Qu'est-ce que vous avez à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent? À la population, de ceux qui nous suivent de loin de près, il est évident, évidemment, il y a la vie chère, mais nous devons changer de mentalité pour affronter cette vie. Et le Togo ne reviendra plus en arrière. Si on vous dit que le pays va encore retourner en arrière, on vous trompe. Le Togo ne fera que faire des exploits, aller de l'avant. Et on ne fera que, c'est-à-dire, on ne fera que cette vie, plutôt de l'accepter et de vivre avec, et de changer de mentalité pour avancer. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec Pasteur David Akmakli. Il est directeur général de la microfinance coopérative d'initiative chrétienne d'épargne et de crédit COP ISEG. Directeur, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, je vous en prie. Vraiment, nous sommes très émus. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous éclaire aussi abondamment pour que à la prochaine fois vous puissiez aussi éclairer la lanterne des téléspectateurs. Merci vous, merci. Merci. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.